Allez, on est parti. On va chercher Élise ce matin, qui doit m'attendre. Bonjour monsieur, c'est vous le taxi G7 que j'ai commandé? Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, je vous ai ramené un petit lapin. Donc Élise, que fais-tu dans la vie? C'est une excellente question. Bah écoute, j'attends les passants comme ça et je monte dans les voitures qui veulent bien de moi. Non, moi Élise Moron, ça fait 6 ans que j'ai 30 ans. Et anciennement, quand j'étais petite, je voulais être delphinologue. Ensuite, je suis devenue magicienne, prof de claquettes, avocate en droit des affaires. Lâche. Et finalement, chasseuse de tête pendant 8 ans, je chasse du mouton à 5 pattes dans les scale-up. J'ai fait 8 ans de chasse de tête dans l'univers de l'écosystème tech français, donc principalement de hauts dirigeants dans tout ce qui est la C-suite, tu sais, les CFO, CMO, CPO, machin, etc. Seul que je faisais pas, c'était les CTO, parce que j'avais pas le background technique pour les challenger. Et j'ai fait ça, j'ai adoré, créer aussi une complémentarité dans les COMEX, tu vois, juste avant les levées de fonds, les trucs comme ça, pour bosser aussi avec les fonds d'investissement. C'était super chouette. Et 8 ans après, je me suis dit, j'ai envie de transmettre des choses, tout simplement parce que quand j'ai commencé avec une tape dans le dos, et vas-y, va sur LinkedIn, chasse-moi du profil, ok, très bien, et je fais comment? Et tu reproduis le schéma établi. Alors le schéma établi, c'était quoi? J'ai perpétué la tradition du recrutement à l'intuition. Et comme je suis un peu cartésienne et que voilà, j'aime bien les techniques, les méthodos, etc. J'aime bien tu vois. Je me suis dit mais il y a forcément quelque chose. Ça peut pas être genre raconte-moi ta life pendant 1 heure. On reprend le CV, on va encore plus en détail dans le CV, mais pour autant il n'y a pas de questions qui sont corrélées à des compétences qui sont requises pour faire le job. Ouais. Du coup, je me suis dit je vais me renseigner et donc j'ai regardé un peu en France. Il n'y avait pas grand chose à l'époque et j'ai regardé UK, US et là j'ai fait waouh. J'ai vu la lumière au bout du tunnel et je me suis rendu compte que j'avais mal recruté pendant 4 ans en cabinet et que donc 2... tu t'es auto-formé, tu as été chercher des formations ailleurs? Ouais, carrément. Ok. Je me suis auto-formé, j'ai fait beaucoup de curation de contenu, de veille, j'ai même fait des interviews avec des gens hyper smart qui étaient VP recrutement de belles boîtes aux États-Unis, Hewlett Packard, etc. Et je leur ai demandé de me donner un peu leur technique et tout. Et je me suis rendu compte à quel point un truc super simple, client-candidat, même combat, ils avaient capté à quel point en fait le recrutement c'est aussi technique que le sales et le marketing. De toute façon, que ce soit US ou UK, ils ont toujours un petit temps d'avance en RH. Hein. Oui, c'est bien de préciser en RH. Pas surtout. Oui, non, mais dans les pratiques, t'as facile 5 à 10 ans d'avance. De ouf. Et du coup, j'ai testé, parce que j'aime bien éprouver par le terrain, j'aime pas trop la théorie, les dogmes, etc. J'aime bien le côté concret. Donc j'ai pris plein de pratiques en fait, j'ai testé sur mes chasses, mes candidats c'était un peu mes cobayes. Okay. Et je me suis rendu compte que je closais 2 fois plus vite, que je ramenais beaucoup plus, effectivement, je closais plus de missions et en un minimum de temps. Et je me suis dit, tiens, ce serait chouette de partager ça à mes pairs. PAI, RS1. Donc... Non, mais je dis ça. Je fais pas la blague. Non, j'étais parti sur autre chose, mais Non, c'est pas possible. Bon. On a dit que c'était un truc corpo. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est comme ça que j'ai voulu commencer à faire des petits workshops, à faire des conférences et tout. Et j'ai rencontré, au détour de LinkedIn, une personne qui s'appelle Léo Bernard. T'as vu un ragondin sur une trottinette? Il est mignon, il est grand le ragondin. Tu connais peut-être Léo Bernard? Non, je connais pas. Ouais, c'est mon stagiaire. Très sympa. Il va me tuer s'il voit ça. Non, j'ai rencontré un talent absolu, un mec ultra brillant. C'est un HPI qui ne se connaît pas. J'ai voulu mettre son cerveau dans du formol, il était pas d'accord. Du coup, je lui ai dit, écoute, on s'associe et on crée Blendy. Et aujourd'hui, du coup, j'ai cofondé Blendy avec lui, qui est un organisme de formation. Donc, Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait des formations à l'égard des recruteurs et des managers pour surperformer au quotidien au recrutement, en ajoutant justement cette efficience via des techniques, des méthodos, etc. Parce que le recrutement pour nous est une science. Pas exact, mais ça reste une science. Bon, de quoi on va parler pendant ce petit épisode? On va s'intéresser au recrutement évidemment puisque tu es là, et on va s'intéresser au fait que le recrutement n'est pas simplement l'apanage des RH, mais concerne bien évidemment les managers qui seront les premiers concernés par les recrutements. Et oui. Et effectivement, les
Les RH n'ont pas le monopole du recrutement. Et d'ailleurs, j'imagine que parmi tes clients, quand tu fais des formations, bon, évidemment, tu dois former certains recruteurs, mais beaucoup de managers. Beaucoup de managers. Mais en fait, c'est un peu la nouveauté de l'année dernière, c'est qu'on a formé des managers à la demande de notre client. Et au final, on a créé toute une formation spécifique pour les managers, parce qu'on se rendait compte que il y a une prise de conscience, et ça c'est génial de la part des directions, que effectivement le recrutement, c'est l'affaire de tous, c'est un sport collectif. Et qu'en fait, in fine, le recruteur ne recrute pas. C'est un peu un comble. Ouais, mais au final, t'as un parcours juridique, toi, tu utilises in fine. Moi, je note pour la suite. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que le recruteur aide au recrutement. Il va aider le manager, mais in fine, c'est le manager qui prend la décision finale. Le recruteur, il a même pas le droit, entre guillemets, de décider à la place du manager. Et ce qui est choquant pour moi, c'est de m'être rendu compte qu'en business school, c'est quand même des écoles à manager, entre guillemets, ils t'apprennent à faire performer une équipe, mais ils t'apprennent absolument pas à identifier les bons talents et évaluer les compétences nécessaires pour faire partie de la team. Et en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que les managers, c'est des Didier Deschamps, c'est des sélectionneurs. Il faut aller repérer les petits jeunes sur le terrain, etc. et se dire, ok, lui, il a du potentiel, il vient dans mon équipe. Et ça, ils sont incapables de... Enfin, c'est pas qu'ils sont incapables. C'est-à-dire que aujourd'hui ils le font, mais ils le font avec leur intuition. Et effectivement, t'as plein de managers qui me disent, t'es gentil, hein, mais c'est pas toi, petite Élise du haut de tes 36 ans, qui va m'apprendre ma vie, mon métier. Ça fait 15 ans que je recrute, t'es gentil, c'est pas toi qui va me réinventer la vie. En fait... Ça fait peut-être 15 ans qu'il recrute, mais l'expérience n'est pas la compétence, tu vois. Ouais. Ça fait peut-être 15 ans qu'il recrute mal aussi, parce qu'il n'est pas confronté à ce Je le voyais encore avant-hier, je sais plus, j'ai fait un post sur les tests de recrutement, et en commentaire, j'ai quelqu'un qui m'a répondu, les tests, c'est pas une science exacte, moi je préfère recruter à l'intuition. Et je me suis dit, waouh. Ça m'a fait un effet. Non, mais c'était comme réponse, parce qu'en fait, tu dis tout et n'importe quoi dans la même phrase. Ouais. C'est quoi les défauts majeurs que tu perçois quand tu rencontres les managers? Si tu veux faire un prototype du manager type, ça serait quoi en fait? On va l'appeler Jean-Bernard. Bon. Jean-Bernard, il a 45 ans. Moi je l'aurais appelé Benoît, mais... on va l'appeler Benoît. On va l'appeler Benoît. Benoît, il a 45 ans, il a des idées préconçues, il a des préjugés, et il pense qu'il est bon. Et en fait, Benoît, il est dans une incompétence inconsciente. Oh, j'adore ce prénom. Non, mais il est dans une incompétence inconsciente, et mon but en tant que formateur, c'est de prochaine étape, c'est de faire en sorte qu'ils soient en incompétence consciente. C'est-à-dire qu'ils comprennent que la manière dont ils fait à l'heure actuelle, c'est pas la bonne, et surtout c'est pas prédictif de performance. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas à savoir si c'est bien ou pas bien, c'est juste est-ce que c'est prédictif de performance par rapport au candidat. Et aujourd'hui, tu vois, la semaine dernière, j'étais chez Elis. Elis, tu sais, ces trucs de sanitaire, etc. Ils sont 40 000 dans le monde, c'est énorme. On forme tous les managers chez eux. Il y en a une flopée. Et ce que j'adore, c'est qu'à la fin, justement, de la journée, ils viennent me voir et me disent, franchement, j'avoue, au début, j'étais sceptique. Mais là, après tout ce qu'on s'est dit, je me rends compte que, ça fait 10 ans que je recrute à l'intuition, au doigt mouillé, et que va falloir que je m'y mette. Et là, c'est chouette parce que j'ai toutes les techniques, j'ai la petite fiche récap et tout, je sais exactement quoi faire maintenant. Donc finalement, le plus dur, c'est la prise de conscience. Vas-y, coucou, parce que moi, je vais parler pendant 2 heures. Vas-y. Finalement, le plus dur, c'est la prise de conscience. Ouais, c'est ça. Parce que j'imagine que tu arrives devant un manager ou une manager qui a 50 ans, ça fait 20 ans qu'il fait comme ça. Toi, tu viens lui dire ah bah non, en fait, tu fais de la merde depuis 20 ans. Alors, je le dis pas comme ça, je le dis avec beaucoup plus de diplomatie. Je résume. Mais oui, c'est un petit peu ça. Donc, effectivement, il faut gratter un peu l'ego et il faut avoir cette humilité. Il faut que Benoît ait l'humilité, entre guillemets, de remettre en question ses acquis, qui en plus n'ont jamais été appris par des méthodos, des formations et tout. En fait, c'est sur le tas. Comme tu disais tout à l'heure, les business schools ne forment pas les managers au recrutement. Non. Déjà, elles les forment difficilement en management, donc évidemment, au recrutement, c'est compliqué. Ouais. Et quand ils arrivent en entreprise, les équipes RH ne forment pas les managers au recrutement. Il leur dit, en gros, il va voir Benoît, salut Benoît, c'est quoi ton besoin? Ok, t'as besoin d'un mec, d'une nana, pour tel poste. Exactement. Donne-moi la fiche de fonction. Et déjà là, on part dans un truc laborieux parce que le manager sait pas faire une fiche de fonction.
Enfin, tout est compliqué. Non, c'est clair. Et puis en plus, ce qui est délétère, c'est que ton recrutement, c'est comme un funnel de conversion de clients ou en marketing ou en sales. Donc en fait, tu as ton funnel de conversion et effectivement, le but, c'est qu'il y ait zéro friction. Et en fait, le problème, c'est que si tu formes uniquement les recruteurs au recrutement, en fait, tu as une qualité à la fois dans l'expérience candidat, à la fois dans l'évaluation des compétences, etc. au tout début, mais au fur et à mesure du process, tu as différentes parties prenantes du process qui ne sont pas formées au recrutement, in fine, qui te cassent tout. C'est-à-dire ta chaîne de conversion, elle est cassée à la fin et tu ne recrutes pas à la fin. Donc c'est important d'harmoniser les pratiques, d'harmoniser les process et que toutes les parties prenantes au recrutement, que ce soit recruteurs, RH, managers et même dirigeants, soient formés et soient mis au diapason sur ces techniques. Donc ça consiste en quoi en fait de former les managers de façon très structurelle? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Déjà, première chose, c'est qu'effectivement le recruteur ne recrute pas. Donc là il y a un wake-up call c'est le moment popcorn pour moi. Je leur dis toujours, un manager qui sait pas recruter, c'est comme un sauveteur en mer qui sait pas nager. C'est dangereux et ça devrait jamais exister. Donc là pour le coup ils me détestent. Mais comme j'ai fait 2-3 blagues avant, tu demandes à ChatGPT, ils sont contents. On trouvera des mieux. Des punchlines. Mais vas-y, excuse-moi, continue. Meurtre en direct. Continue. Et non, il y a un moment un peu wake-up call où le but c'est de leur faire comprendre que ça fait partie de leur responsabilité, le recrutement. Pourquoi? Parce qu'au final, le recruteur il recrute pas, il s'en tape entre guillemets, c'est pas grave, il a peut-être un point en moins dans ses objectifs. Voilà. Par contre, le manager, si le recruteur il a pas recruté pour lui, il a une équipe qui est sous-staffée. Si elle est sous-staffée, c'est qu'elle est en surchauffe. Si elle est en surchauffe, ça veut dire que tu as des risques de burn-out ou de turnover. Et ça veut dire qu'en plus, tu sous-délivres vis-à-vis de tes clients et que tes clients sont insatisfaits et que du coup, tu perds potentiellement du business et du CA. Ouais. Donc en vrai, c'est énorme l'impact d'un mauvais recrutement ou de ne pas recruter suffisamment vite pour un manager. Donc là, ils comprennent déjà, ok, ça fait partie de ma responsabilité et puis c'est moi qui va le payer les pots cassés si jamais je me mets pas au diapason. Première chose. Deuxième chose, c'est avec Léo, on leur explique. Parce que ça, des fois, ils en ont pas conscience. Non, ils en ont pas conscience. Ok. Ils font pas le lien direct entre recrutement business. Okay. Et pourquoi? C'est aussi la faute des DRH et des recruteurs parfois qui ne prennent pas le bon langage, le bon verbatim. C'est-à-dire qu'ils vont parler humain toute la journée. Oui, mais tu comprends, ça marche pas trop parce que c'est de l'humain, etc. Non, il faut qu'ils parlent business, il faut qu'ils parlent ROI, il faut qu'ils parlent data. En disant, voilà mon funnel de conversion, voilà les taux de conversion. Là, il y a un problème. Pourquoi on est allé faire un NPS? On a demandé les verbatims, on a compris que c'était ça. Donc maintenant, il va falloir mettre telle et telle action corrective. Il faut qu'ils soient aussi techniques, experts que marketing, que les sales, etc. Donc si ils commencent à parler business, les managers vont cranter et vont comprendre à quel point, faut investir, et puis il faut donner les meilleurs outils, et puis il faut tout le monde se mettre au diapason. La deuxième chose, c'est de leur faire comprendre comment se passe une session de kick-off meeting. Donc comment se passe la prise de besoin. Et leur expliquer que non, c'est pas un Slack à 3h du mat qui dit j'ai besoin d'un PO senior assez smart. Ça veut dire quoi tout ça? Mais c'est effectivement à minima 30 minutes, 45 minutes, soit en synchrone, soit en asynchrone, et on vient répondre à une liste de questions prédéfinies en amont qui viennent créer un alignement à 100% des attentes. Le défaut d'alignement sur les attentes, sur qui on va chercher, les compétences requises, etc., c'est la première erreur de recrutement. Donc c'est quand même dommage, on fait perdre du temps aux managers, on fait perdre du temps aux recruteurs, on fait perdre du temps aux candidats et on crée une expérience ultra délétère pour le candidat qui va ensuite avoir un impact négatif sur la réputation de l'employeur. Donc, on évite. Donc l'idée c'est effectivement comprendre que c'est ta responsabilité. 2, savoir ce que c'est une séance de kick-off. 3, comprendre aussi c'est quoi les attentes des candidats. Les attentes des candidats, elles ont changé sur le marché. On n'est plus sur... Elles changent tout le temps, je dirais. Oui, elles changent tout le temps. Du coup, c'est pour ça qu'il faut les connaître. Et donc, quand ils comprennent que tiens, le salaire, ça revient tout le temps, c'est c'est le premier truc qui est important pour un candidat. Tout simplement de la même manière que quand tu vas manger au resto, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le menu, mais tu regardes les prix. Est-ce que je peux me permettre ou pas? Si tu vas chez Pierre Gagnère, vaut mieux regarder les prix à l'avant parce que sinon ça fait mal, tu vois. Donc là c'est pareil, est-ce que en tant que candidat, oui j'ai besoin de savoir combien je vais être payé, je vais pas être payé en cacahuètes quoi. Donc et puis bref, on leur explique un peu toutes les autres attentes qui sont importantes pour que eux se mettent au diapason à la fois dans le discours mais aussi dans les annonces qui sont publiées et puis dans l'entretien qui va se passer avec le candidat. C'est marrant quand même parce que il aura fallu attendre le Covid pour qu'il y ait des gens comme toi, Léo, il y en a d'autres, il y en a de plus en plus. Non, il n'y en a pas d'autres. Il y en a de plus en plus qui font ça. Ouais. Je vais citer
3 autres marques. Bon, non, non, mais il est bâillonné. Moi, ça fait quand même, on va dire, 2 décennies que je suis dans l'écosystème RH. C'est le dinosaure du RH. Il y a une accélération en fait sur le métier du recrutement, mais qui est très tardive en fait. Bah oui, c'est clair. Alors que aux États-Unis, ça y est depuis pas mal d'années. Hein. C'est là où je te dis, on est en retard. Non, on est en retard. Mais bon, on va y arriver. Les États-Unis, t'as même la fonction externe pour virer les gens, donc ils ont un temps d'avance incroyable sur nous. C'est clair. Il y avait pas ce film. Il y avait un film avec un type. Ouais. Avec un type, son job, c'était de licencier. Dinosaure. Mais oui. Demande-moi avec George Clooney. Exactement, George Clooney. George, si nous regarde, on veut bien un petit café Nespresso, si tu veux. Vas-y, Michel. Donc ça, c'était les 3 trucs. 4e truc, qu'est-ce qu'on leur apprend aussi? On leur apprend un tout petit peu à comprendre qu'ils sont biaisés. Okay. Que leur cerveau est biaisé. Il faut bien le dire, il faut prononcer toutes les lettres. Pourquoi? Parce que tout simplement, les biais, ça fait partie de la vie, ça fait partie du fonctionnement de notre cerveau humain. Et il faut, les comprendre, 2, les conscientiser, et 3, mettre en place une structure pour limiter leur impact sur nos décisions. Parce que sinon, c'est à l'emporte-pièce, et parce que sinon, c'est décision au feeling. Et du coup, on leur donne toute la science derrière l'entretien structuré, et de manière très concrète, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et puis c'est quoi la structuration, quoi. Et c'est quoi les 4-5 règles de l'entretien structuré à appliquer pour se dire que, oui, ce sera prédictif à plus de 42%. Okay. De performance chez les candidats. Et puis ensuite, on leur fait tout un truc sur l'expérience candidat, qui pour moi est aussi importante que l'évaluation. Il faut évidemment séduire et évaluer. Et souvent, t'as les managers, ils sont en mode un peu posture haute durant l'entretien, et à dire, toi, jeune padawan, explique-moi pourquoi je te choisirais, toi. Mais en fait, aujourd'hui, les candidats, ils sont en mode, dis donc, toi, jeune employeur, explique-moi pourquoi je te rejoindrais, toi. Et en fait, si on est sur un marché quand même pro-candidat sur pas mal de métiers qui sont pénuriques, faut se mettre aussi au diapason là-dessus, et donc avoir une posture qui soit adaptée et être aussi dans une logique de séduction, et donc faire en sorte que l'expérience candidat, elle soit hyper impactante, différenciante, pour sortir sortir vainqueur entre guillemets sur un marché ultra compétitif. Est-ce que tu mesures chez tes clients l'avant-après, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un petit audit avant sur retour manager, retour RH, retour candidat, et j'en sais rien, à 3, 6, 12 mois plus tard? Yes. Alors justement, quoi qu'il arrive, on a toujours un NPS à la fin. C'est super important un NPS interne, mais aussi un NPS qui est fait par le client. Donc là, tu vois, j'étais chez Elise, je l'ai reçu ce matin d'ailleurs. Je fais 90 points. On le dira tout à l'heure. Non, mais on s'en fout. Non, ce qui est important pour nous, et justement, on s'était dit, donc tu sais, dans la formation présentielle, donc il y a cette formation présentielle, mais en plus, on a fait en sorte qu'elle soit augmentée, cette formation, avec des modules digitaux qui viennent redire les bons messages, et puis d'une autre manière, parce que mine de rien, c'est la répétition qui crée l'ancrage et l'apprentissage. Donc on a fait en sorte qu'il y ait plein de modules différents, digitaux, pour apprendre en continu. Et du coup, on s'est dit, et il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est chouette et tout, mais il y a tellement de trucs, parfois on sait pas par où commencer, etc. Donc on a mis une roadmap d'implémentation en place, où c'est un petit Notion, où on explique, c'est quoi ta priorité du moment. En fonction de ta priorité du moment, on te dit quels sont les modules à aller voir en priorité après la formation. Ensuite, en fonction des modules, quelles sont les actions à mettre en place. Et ensuite, en fonction des actions à mettre en place, quels sont les KPI à venir traquer. Avant, pendant, après la formation. Malheureusement, sur certains, voire parfois sur la majorité de nos clients, ils n'ont pas la data en amont à nous filer. C'est-à-dire quand on dit, nous on aurait besoin de tel et tel KPI pour pouvoir dire, il y a un avant et un après, tu sais, un peu comme les trucs, les régimes sportifs, etc. On aimerait bien avoir, 60 kilos et puis ensuite 30 kilos. Enfin bon, non, peut-être pas 30. 100 kilos, 60 kilos, c'est mieux dans ce sens-là. On aimerait bien faire pareil avec les chiffres, sauf que on est confronté à un manque de data. Et pour moi, ça c'est le gros sujet aujourd'hui. Data is the new chic. J'aimerais trop faire des tote bags, tu sais, avec ça. En tout cas, en recrutement, il faut absolument que, pareil, que comme le commerce et comme la vente, comme le marketing, s'équiper et être à fond data driven, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on fait cet épisode pour Factorial, qui équipe les TPE, PME. En solution. Ah là là, triple axel, double piqué, incroyable. Génial, bravo. Transition, retomber sur tes pattes, parfaite. Christophe Patte, on retombe toujours sur ses pattes. Même moi, je l'aurais pas faite. Moi, je peux. C'est vrai. Merci Élise pour ce. C'est terminé déjà. Ce moment. Mais non, on n'est pas arrivé à Bruxelles, hein. Non. C'était chouette. Merci.